La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Le quart d'heure savoyard, c'est sur Radio Grand Lac, en partenariat avec le département de la Savoie. Bonjour à toutes et à tous, la radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, mais ce matin dans le département de la Savoie, puisque c'est le rendez-vous mensuel avec le département pour ce quart d'heure savoyard qui dure bien souvent plus d'un quart d'heure, ce qui est le principe même du quart d'heure savoyard. Et donc depuis un an, nous recevons les élus, le président et les vice-présidents de l'Assemblée départementale qui nous parlent des compétences du département de la Savoie. Et avec ma complice et amie Sandra, nous sommes fiers et heureux d'avoir le renouvellement de ce partenariat entre notre radio locale et puis la collectivité locale de proximité par excellence, le département de la Savoie. Épisode numéro 10 en ce 3 mars 2023 et ce matin, nous recevons une personnalité. Je ne sais pas comment l'appeler puisqu'elle est conseillère départementale du canton de Saint-Pierre d'Albigny. Elle est vice-présidente déléguée à l'enfance, à la jeunesse, à la famille et aux relations internationales. Donc je pourrais l'appeler Madame le ministre des Affaires étrangères. Mais je pourrais lui dire aussi Altesse. Puisque Christiane Brunet, en Casamance, au Sénégal, est considérée comme une reine là-bas. C'est la reine de la Casamance au Sénégal. Donc voilà, plusieurs titres pour accueillir Christiane Brunet, vice-présidente du département. Bonjour Christiane. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, merci. Donc, que de titres pour vous. Donc, vous êtes par Mons et par vous en Afrique, en Italie pour représenter le département de la Savoie. Et puis au Sénégal, vous êtes connue, reconnue, et même on vous appelle la reine de la Casamance. En effet, on plaisante beaucoup autour de ce titre que on a voulu me donner la dernière fois où j'étais dans le secteur donc de Bignona, le partenaire territorial après, oui. Historique du département de la Savoie. D'accord, donc Altesse, Madame la vice-présidente, donc vous êtes conseillère départementale du canton de Saint-Pierre d'Albigny, élue depuis 2008. Actuellement, vous êtes élue en binôme avec Olivier Thévenet. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce canton de Saint-Pierre d'Albigny qui regroupe plusieurs cantons suite au regroupement de 2014-2015 ? Dites-nous tout. Oui, alors effectivement, en 2014, cela n'a pas semblé naturel de voir 3 cantons fusionnés, un canton plutôt tourné vers la Combe de Savoie et surtout le bassin plutôt chambérien. Et 2 autres cantons qui font partie notamment de l'arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne, alors que le canton historique de Saint-Pierre d'Albigny fait partie de l'arrondissement de Chambéry. Absolument. Donc en 2014, le canton de Saint-Pierre d'Albigny, de Chamoux-sur-Gelon et d'Aiguebelle ont fusionné. On est passé de 4. Le canton historique de Saint-Pierre comprenait 4 communes, enfin 5 avec la Tuile, qui a quitté. Les Tuiles qu'on a enlevées aussi pour aller à Saint-Albernès. Donc ça a vraiment été un changement notoire pour rejoindre donc le canton de Chamoux et d'Aiguebelle. Un bassin de vie assez hétérogène, avec cependant des problématiques assez communes autour de la ruralité notamment. Nous sommes dans ce canton près de 20 000 habitants et il y a 25 communes, 26 au départ et il y a une commune nouvelle. Il y a beaucoup de petites communes, notamment dans l'ancien canton de Chamoux-sur-Gelon. Nous avons les 2 plus petites communes du département, Montandry et Champ-Laurent, qui est la plus petite commune du département. Et puis après, vous êtes aussi sur le Vernet, sur la Table. Non, ça c'est le canton, ça. Du tout. C'est le canton de Montmélian. C'est le canton de Montmélian maintenant. C'est vrai qu'on s'y perd par rapport aux anciens cantons. Alors donc vous avez été élu à la commune de Saint-Pierre d'Albigny. Donc maintenant voilà, vous consacrez plutôt à votre mandat départemental. Vous êtes responsable du service. Vous avez été responsable du service Asie dans une entreprise de transport international pendant 5 ans. Dites-nous tout là-dessus. L'Asie, vous connaissez par cœur. Alors vous avez encore des connaissances. J'ai beaucoup voyagé pendant la première partie de ma carrière professionnelle en Asie du Sud-Est, effectivement, pendant 5 ans, surtout dans le secteur de Hong Kong, Singapour, la Malaisie, l'Indonésie. Mais ça, c'était il y a très très longtemps, il y a quelques semaines. Ensuite, donc j'ai bifurqué pour enseigner le commerce international notamment. Donc voilà, ensuite vous avez enseigné pendant plusieurs années des sections de BTS
commerce international et travaillé dans un lycée professionnel de l'agglomération chambérienne. Lequel? Le lycée Le Marchériaz. D'accord, ok. Et j'ai travaillé également au CFAI de Lériers, à la mode Servolex. Mais vous avez 1000 vies, Christiane. Oui, depuis 2018, j'ai une nouvelle vie, puisque à cause des épreuves de la vie, j'ai dû reprendre avec mes enfants la gérance de l'entreprise familiale qui produit des plants de vigne. Alors, la plupart des plants de vigne viennent justement de Frétrive, de chez vous. Parlez-nous un petit peu de cette activité professionnelle, donc entreprise familiale de pépinière viticole. Oui. Alors, il faut Qu'est-ce savoir que vous faites exactement? Nous produisons des plants de vigne pour toutes les régions viticoles françaises, voire étrangères. Et le département de la Savoie est le deuxième département producteur au niveau français, après le Vaucluse. Ouais. Nous produisons donc des plants de vigne destinés, comme je le disais, à toutes les régions. Donc ça va de la Champagne, la Bourgogne, en passant par le Val-de-Loire, toute la Charente. Tout vient de chez nous. Tout peut venir de chez nous. Tout peut venir de chez nous. Nous avons ce savoir-faire qui existe depuis plus de 50 ans maintenant, et qui est vraiment reconnu par les professionnels nationaux et internationaux de la viticulture et de la pépinière viticole. Donc votre entreprise, elle s'appelle comment? La SCEA Brunet Production. Brunet Production, tout à fait. Donc pépinière viticole qui produit les plants de vigne. Grâce à vous, on peut boire nos excellents vins de Savoie avec modération, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Alors, donc vous êtes vice-présidente au département déléguée à l'enfance, à la jeunesse et à la famille. Un domaine très large, un domaine qui tient un petit peu du social. Vous avez été pendant longtemps élu également à la cohésion sociale, si mes souvenirs sont bons. Vous avez toujours été attaché à ce monde social, à ce secteur social. Vous y apportez votre patte humaine. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'enfance, la jeunesse et la famille? Alors, au sein du département. Déjà, j'associerai également à l'enfance, jeunesse, famille la protection maternelle infantile, puisque c'est une des grandes compétences également du département. Ce secteur, c'est 66 millions d'euros qui ont été votés en décembre pour le budget 2023 sur un budget total de 640 millions d'euros. Un dixième presque. Voilà. À côté des politiques autres sociales que sont la prise en charge des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, la cohésion sociale, bien entendu. Ça, ce n'est pas vous. Donc, ce n'est pas moi, c'est Corinne Wolf, qui est vice-présidente. Voilà, absolument. Pour ce qui est de l'enfance, jeunesse, famille, eh bien, il faut savoir qu'en Savoie et partout, il y a des enfants qui, à certains moments, sont dans des situations de grande vulnérabilité ou fragilité et ont besoin d'être accompagnés, voire confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. Ce sont à peu près 1000 enfants en Savoie qui sont confiés à nos services et qui sont accueillis soit dans des structures collectives que l'on appelle des maisons d'enfants à caractère social, soit chez des assistants familiaux. Oui, et je profite de l'antenne pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés qui souhaitent investir de leur temps pour être assistants familiaux et vraiment c'est un métier qui gagne à être connu, qui est pas simple, mais on est aujourd'hui en capacité au département de vraiment accompagner mieux nos assistants familiaux, donc nous recrutons vraiment dans ce secteur d'activité. Ce sont des familles qui élèvent, qui hébergent des enfants qui n'ont pas de chance qui temporairement ou pas, enfin pour une période courte ou moins courte, vont accompagner à côté des parents. Bien entendu, il y a toujours l'environnement familial qui est très présent, mais il y a un référent de l'aide sociale à l'enfance qui est là également pour construire le projet de vie au mieux pour cet enfant. D'accord. Et donc, vous êtes en lien direct avec les délégations territoriales à la vie sociale. Oui. Voilà, donc qui, eux, gèrent sur le terrain et qui font remonter les informations. Oui, c'est ça. Tout est bien entendu territorialisé et il y a des situations qui nous remontent par les territoires et ensuite un groupe se crée pour trouver toujours la situation la meilleure pour l'enfant, même si on sait que c'est pas facile, que les places en collectivité manquent, que on est dans une période d'extrême tension au niveau de tous les recrutements, quelle que soit la profession.
mais on sait que dans le secteur du social, c'est devenu très compliqué. Aujourd'hui, les écoles d'assistants, pour être assistante sociale ou assistants sociaux, ne font pas le plein. C'est une profession qui ne porte plus autant qui ne porte plus. Ouais. Alors qu'on a peut-être de plus en plus de besoins par rapport à la situation économique qui fait peut-être exposer un petit peu les familles, et donc les enfants ils ont besoin de famille, quoi. Oui, il y a la situation économique, il y a eu quand même les répercussions de l'après-Covid, même si on a beaucoup dit que pendant la période du Covid, les enfants finalement bénéficiaient d'un certain calme, d'une certaine sérénité, qu'ils n'étaient pas constamment bougés à droite à gauche pour leurs multiples activités ou sollicitations. On voit très bien qu'aujourd'hui, on a effectivement une augmentation des situations préoccupantes et des situations qui méritent un accompagnement digne de ce nom pour ces enfants vulnérables. Et au niveau de la jeunesse, alors qu'est-ce que vous faites au sein du département? Alors au niveau de la jeunesse, c'est une délégation qui n'est pas la mienne. Les jeunes qui... Nathalie Schmitt avec les collèges. Voilà. D'accord. Moi, c'est plus les enfants qui sont en situation un petit peu difficile et qui ont besoin d'être protégés. Et puis au niveau des familles, donc avec le rôle par rapport aux mamans, par rapport à l'accompagnement des familles un peu dans le désarroi, quoi. Absolument, oui. Il y a des accompagnements qui sont prévus à cet effet, bien entendu. Et donc concrètement, ça se passe au niveau des territoires, comme on a parlé, il y a les délégations territoriales à la vie sociale, comme on en a une à Aix-les-Bains, donc voilà, qui gèrent ça avec les assistantes sociales, les assistants sociaux qui sont présents constamment plus proche de la population. Oui, tout à fait. Donc, merci pour cette première introduction. Et puis, vous êtes aussi donc vice-présidente de Relations internationales. C'est pour ça que vous avez le droit au qualificatif de ministre des Affaires étrangères du département de la Savoie. Alors, qu'est-ce que concrètement, alors on parlera ensuite de l'Afrique, on parlera de l'Italie, mais qu'est-ce que vous êtes amené à faire dans le cadre des relations internationales? On est en Savoie, c'est un carrefour depuis des temps immémoriaux, c'est le passage des Alpes, c'est Hannibal, c'est Napoléon, et puis on est entre le nord de l'Europe, le sud, donc il y a beaucoup de choses à faire en Savoie par rapport aux relations internationales, je présume. Oui, alors j'ai repris la délégation qui était chère à Michel Bouvard. Bien sûr. Et dans cette délégation, on travaille effectivement la déclinaison des programmes européens sur le territoire qui jouxte l'Italie, donc tous les départements depuis de la frontière, et on voit la frontière pas comme un obstacle, mais justement comme un endroit qui rapproche les populations. Et qui n'existait pas avant 1860. Absolument, tout à fait. Donc c'est quelque chose de très naturel qui montre que nous avons des enjeux communs et tout naturellement que nous construisons des projets ensemble. Il y en a un certain nombre. Depuis 2014, rien qu'avec le projet Alcotra, qui réunit des forces vives de part et d'autre de la frontière, et bien ce sont 14 millions d'euros de retombées sur notre département. On a quelques illustrations de ces projets, comme par exemple Duc des Alpes, avec l'abbaye d'Hautecombe. Alors, on en parlera dans quelques minutes, on va développer ça dans quelques minutes, mais avant, on va faire une petite pause musicale, et puis ensuite, on développera bien sûr ce programme Alcotra, on parlera du département, on parlera de culture aussi un petit peu. On va faire une première pause avec un titre que vous avez choisi. Jacques Brel, Quand on n'a que l'amour. Oui. Pourquoi ce titre? Parce que c'est vrai que quand on a l'amour, on a tout. On a le monde entier. Exactement. Allez, on écoute Jacques Brel, et c'est un titre aussi qui va faire plaisir à ma complice et amie Sandra qui est à la technique aujourd'hui. On y va, Jacques Brel, Quand on n'a que l'amour. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Le quart d'heure savoyard, c'est sur Radio Grand Lac, en partenariat avec le département de la Savoie. Toujours un bonheur d'entendre le grand Jacques Brel, Quand on n'a que l'amour, dans cette
émission, le quart d'heure savoyard en partenariat avec le département de la Savoie. Et on reçoit une personne qui n'a que l'amour de son territoire, de son département. C'est Christiane Brunet, vice-présidente déléguée à l'enfance, à la jeunesse, à la famille et aux relations internationales. Alors, Christiane, on a commencé juste avant la pause à parler de ces relations internationales, notamment du programme Alcotra, qui est en fait des subventions qui viennent de l'Europe, de l'Union européenne, pour développer un peu la coopération transfrontalière. C'est bien ça. On a rappelé bien sûr le rôle de Michel Bouvard pendant de longues années. Et maintenant, c'est vous qui agissez. Alors, dites-nous tout. Alors, il faut savoir que ces fonds européens transitent par la région Rhône-Alpes, qui est l'autorité de gestion. Et ensuite, doivent émerger un certain nombre de projets locaux avec des correspondants italiens. Et à cette occasion, on voit clairement qu'on a des sujets communs autour du tourisme, autour de la culture, autour de l'économie, autour de la santé, une histoire commune, forcément, voilà. Absolument, qui ont permis donc de construire un certain nombre de programmes qui se sont échelonnés dans le temps. On a notamment un projet qui s'appelle Duc des Alpes autour de la Maison de Savoie. Un parcours donc tout à fait culturel autour de la résidence d'été de la famille royale, notamment. En cette notamment. année où on célèbre le 40e anniversaire de la mort du roi Umberto II, donc, et qui sera célébré le 18 mars à l'abbaye d'Hautecombe avec une messe solennelle en présence de la famille de Savoie l'après-midi. Voilà, on a un autre sujet qui est plus confidentiel peut-être, mais qui concerne tout autant la Savoie, qui concerne les mines de montagne sur les sentiers historiques du fer, du plomb, du cuivre et de l'argent. Alors dites-nous un petit peu plus là-dessus, parce que c'est vrai que quand on parle mine, on pense au nord, on pense à Germinal, on pense à Zola, mais en fait, la Savoie est une terre de mines depuis l'Antiquité. Tout à fait, et aujourd'hui, le projet Alcotra mine de montagne, qui a surtout existé entre 2017 et 2021, a proposé de rendre aux sites miniers souvent invisibles et quasiment inaccessibles tout leur intérêt touristique et culturel. C'est porté également par la région autonome de la Vallée d'Aoste et qui mobilise donc un certain nombre de fonds. Un autre sujet peut-être et qui m'est cher, qui concerne la route des vignobles alpins, qui a misé sur le no-tourisme. Là encore, on est parti du constat commun que nous avions parfois une méconnaissance de ce qui existait au niveau tourisme viticole dans nos régions. Et je dois dire que pour être allé à Imperia il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines, je dialoguais avec des élus donc de la vallée d'Aoste qui me disaient à quel point nous étions en retard, les Savoyards, par rapport à eux, quant à l'accueil de groupes autour de ces questions de nos tourismes. Comment on transmet, on fait connaître au grand public et aux touristes la profession de viticulteur. Alors, c'est un message que l'on fait passer à notre ami Laurent Cavaillé, qui est le président du CIVS, du Comité interprofessionnel des vins de Savoie, avec lequel nous sommes partenaires. Et, donc voilà, si Laurent nous écoute, on est en retard sur le Val d'Aoste. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit. En tout cas. Donc une application a pu être créée qui permet donc de visiter les sites en lien avec la viticulture de part et d'autre de la frontière. On voit une fois de plus à quel point la frontière n'est pas un obstacle, mais quelque chose qui rassemble tous ceux qui ont envie de faire avancer les projets transfrontaliers avec des sujets communs qui concernent aussi bien nos amis italiens que nous-mêmes savoyards. Et donc ce projet de route des vignobles alpins, c'est quand même 2,5 millions d'euros financés à 85% par l'Union européenne. Oui, quand on parle de l'Europe, voilà un cas concret. L'Europe, financée à travers le projet Alcotra, à travers le programme Alcotra, 85%. Aujourd'hui, c'est 80% pour le nouveau programme qui a débuté l'année dernière et qui va jusqu'en 2028. Et à ce sujet, j'ai la fierté d'annoncer, de dire que nous avons obtenu au niveau du dernier comité de suivi qui s'est tenu donc à Imperia en Italie, 1,6 million d'euros pour un projet qui s'intitule Respiration Jeunesse. Et ce projet m'est tout à fait cher puisque nous sommes partis du constat que les jeunes avaient besoin de respirer, toujours après cette période de confinement.
qu'ils avaient besoin de s'offrir donc un temps de rencontre, qu'ils étaient demandeurs de chantiers éducatifs, de formation professionnelle, mais aussi de découverte du territoire transfrontalier à travers des activités sportives. Et donc ce projet a été présenté et a été suivi donc par l'Europe, et ce sont 1,6 million euros qui, pour l'ensemble du projet Respiration Jeunesse, qui vont venir alimenter ce projet qui s'étale sur plusieurs années. Et c'est développer la coopération justement avec les jeunes pour une meilleure entente entre... Oui, alors du côté de la Savoie, nous sommes déjà en coopération avec la Fédération des œuvres laïques de la Savoie et de la Haute-Savoie aussi, la FOL, la communauté d'agglomération de Grand-Chambéry, et notre partenaire italien est la région autonome de la vallée d'Aoste. Et il y a des jeunes de part et d'autre qui vont participer à un certain nombre d'actions au fil des ans pour faire rayonner davantage cette puissance et cette force de la vie dans nos montagnes, qu'elles soient italiennes ou qu'elles soient savoyardes. La spécificité de cette vie, et qui en fait, qu'elle soit française ou italienne, elle a même, puisque voilà, elle a les mêmes racines. Au départ, c'était le royaume de Piémont-Sardaigne. Et donc, ça passe notamment par des rencontres sportives, comme il y aura le 11 mars... sur le domaine de l'espace San Bernardo, entre La Rosière en France et La Tuile en Italie, c'est bien ça? C'est bien ça. Donc on part vers un nouvel objectif de coopération entre le Val d'Aoste et le Piémont-Turin, d'un côté des Alpes, le Piémont, et puis nous, de l'autre côté des Alpes, en fait, on revient un peu avant 1860, dans notre entente. Donc on consolide les relations existantes, et puis on revient peut-être pas forcément, mais en tout cas on poursuit quelque chose qui ne s'est jamais vraiment arrêté, puisque on voit bien à quel point nous avons une culture commune. Et moi j'étais vraiment touchée de voir que les élus italiens mettent souvent en avant l'importance de la jeunesse qui doit être partie prenante des programmes que nous construisons. La culture, c'est une belle chose, l'économie également, l'agriculture, n'en parlons pas, mais il ne faut jamais oublier que la force de demain, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse, tout à fait. Donc il faut renforcer cette coopération, parce qu'on a vécu 1000 ans ensemble, et donc voilà, il faut continuer à travailler ensemble, parce qu'en fait, quand on arrive au Mont-Cenis, qu'on monte ou qu'on descend de l'autre côté, en fait, c'est la même montagne, c'est la même façon de vivre. C'est la même façon de vivre, et des métiers comme tous les métiers en lien avec la montagne, justement, le ski ou pas, la randonnée, il y a des coopérations, il y a des choses à construire, bien sûr. Et puis il y a des mobilisations à faire pour justement les fonds européens pour en avoir de plus en plus. Oui. Coopération avec l'Italie, donc dans le cadre de votre délégation aux relations internationales, mais également ce qui vous tient à cœur, c'est le monde. C'est le monde, c'est apporter la voix de la Savoie, de cette belle croix de Savoie à travers le monde. Alors on pense bien sûr à l'association Pays de Savoie Solidaire, Mireille Montagne, qui en est la présidente. On pense bien sûr à Jean-Pierre Fressoz, qui en a été le président pendant de longues années. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette association créée à l'initiative, je crois, d'un certain Michel Barnier? Michel Barnier, oui, a créé cette compétence tout à fait volontariste d'ouverture au monde. Ça a été repris ensuite par Hervé Guémard de façon très appuyée, et Jean-Pierre Vial également, bien entendu. En 2000, il y a eu un gros focus fait sur la solidarité, en se disant les départements sont les premiers acteurs de la solidarité locale, mais ils peuvent aussi s'ouvrir au monde, et c'est là qu'il y a eu le projet La Savoie, un cœur gros comme le monde en 2000. Depuis, cela n'a jamais cessé. On a toutes les années des projets qui sont portés par des Savoyards et soutenus par le département à travers l'appel à projet La Savoie couleur du monde. Ce sont 40 000 euros qui sont répartis à travers des projets soit d'appui au développement, soit de sensibilisation à l'ouverture au monde en Savoie, soit des appuis, des soutiens au monde de la jeunesse, qui fait une ouverture au monde également. Et puis, nous tenons absolument à avoir 3 partenariats avec des collectivités étrangères, cette fois le département de la Savoie en lien direct avec 3 collectivités. C'était le cas avec la Roumanie. Ça l'est de moins en moins, on est en phase d'avoir encore quelques relations, mais aujourd'hui la Roumanie faisant partie intégrante de l'Europe, on n'est plus dans une coopération
telle qu'elle était historiquement décentralisée. Et nous avons donc aujourd'hui un partenariat avec Haïti, qui est certes difficile, puisqu'on ne peut plus se rendre en Haïti, puisque un des États les plus pauvres du monde. Un des États les plus pauvres du monde, puisque les élus ne peuvent plus voyager non plus. Et qui est très cher à Michel Barnier et à son épouse, bien sûr. Oui, et nous poursuivons, bon an, mal an, et de façon assez appuyée, le développement territorial avec la commune de Dessalines en Haïti, notamment autour des questions d'eau et d'assainissement. Donc c'est un programme qui ne s'arrête pas. Hein. C'est-à-dire qu'on leur aide à avoir de l'eau, à leur apporter de l'eau. On a des compétences au niveau de l'agence de l'eau, au niveau des services du département savoyard, qui viennent en appui, qui viennent renforcer les compétences de la commune de Dessalines. Et effectivement, ça leur est très précieux parce que on sait très bien que sans eau et assainissement, c'est la porte ouverte, comme c'est le cas actuellement. À toutes les maladies. Toutes les maladies, et le choléra en particulier, oui. Alors, d'accord, donc pour Haïti, puis il y a le Sénégal, où là, je vais reprendre le titre d'altesse pour vous, puisque vous êtes considérée comme une reine en Casamance, la reine de la Casamance, et là, vous agissez avec le département de la Savoie pour les forêts, pour le climat, qui a des milliers de kilomètres de chez nous. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Il est vrai que c'est un programme qui est monté en puissance, puisque il existe depuis plus de 30 ans, ce programme avec Bignona, mais que nous sommes partis de constats communs. Je vais prendre l'exemple peut-être du Forum Climat et Forêt, où nous avions, il y a quelques années, un président du conseil départemental à Bignona qui était climatologue, et qui portait fortement cette question donc de l'engagement autour du climat et de la préservation des forêts. C'est un enjeu qui nous est cher aussi, bien entendu, côté français, côté savoyard. Donc nous avons vraiment croisé nos expériences sur ce sujet. Et il y a eu bon nombre de techniciens de l'ONF qui sont allés sur place, et j'ai eu la chance de participer à 2 forums sur la protection des forêts. On voit à travers ces forums, on voit à travers les diagnostics qui sont posés par nos 2 collectivités, je parle du département de Bignona et du département de la Savoie, on voit que les actions one-shot des ONG, que je ne critique pas, qui ont leur... C'est quoi une action one-shot sans patois savoyard, ça? Non, c'est qu'à un moment, des ONG ont envie de reboiser, replanter, mais si ça ne s'inscrit pas dans le paysage local, je parle pas du paysage végétal, mais je parle du paysage humain, c'est-à-dire s'il n'y a pas une appropriation forte des populations autour d'un problème qu'est celui donc de la préservation des forêts, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui s'inscrive dans la durée, et c'est pour ça que notre coopération prend tout son sens, puisque elle aide tout doucement au développement local, mais avant tout, les projets, ce sont nos amis de Casamance et de Bignona qui les portent. D'accord. Et donc, quelles sont alors les particularités de cette forêt en Casamance par rapport à cette forêt, elle est dévastée parce que il y a beaucoup de bois qui est coupé et qui est transporté notamment en Guinée, notamment dans d'autres pays africains pour faire du bois de chauffage. Et elle est pillée, cette forêt. Donc c'est vraiment un cri d'alerte qui a été lancé en 2016 lors du premier forum. Nous avons organisé de nouveau un forum l'année dernière auquel j'ai pu participer. Et là, on a vu que les populations ont maintenant bien compris que les forêts étaient le problème de tout un chacun. D'accord. Que c'est pas le problème des collectivités, que c'est pas le problème des privés uniquement, mais qu'il y a des solutions à trouver ensemble. Et puis maintenant, il y a un projet de partenariat en discussion avec le Liban, et on connaît bien sûr l'attachement du président Guémard pour le Moyen-Orient. Qu'en est-il de ce projet de partenariat, de coopération avec le Liban? Alors j'ai eu la chance d'aller également au Liban l'année dernière et de rencontrer des collectivités. Un vrai ministre des Affaires étrangères. De rencontrer des collectivités qui sont très en demande. Il faut savoir que le Liban aujourd'hui, c'est un pays qui a basculé dans une extrême précarité économique, sociale. C'était la France, c'était un protectorat français. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes dans la
l'interconnaissance, on va dire, de deux collectivités avec lesquelles nous sommes déjà en relation. La collectivité qui est une commune qui s'appelle Kara, qui est à la frontière syrienne. D'accord. Où nous sommes venus plutôt en urgence aider au financement du chauffage dans des écoles. Mais ça va ensuite s'ouvrir sur la question de comment, de part et d'autre, ici en Savoie et au Liban, comment on se préoccupe de la question énergétique quand on n'a plus les ressources que l'on avait auparavant. C'est un vrai sujet. Donc là, on a démarré simplement en venant apporter une aide de finances. Et puis on a rencontré une autre collectivité, la collectivité de Zarlé, qui est dans la plaine de la Beka, avec laquelle nous avons des sujets communs, notamment au niveau de l'agriculture. Et ils sont en demande d'échanges d'expériences autour de la transformation du lait en fromage. D'accord, donc sujet voilà, que nous connaissons. Que nous connaissons bien. Donc bien on apporte aussi notre savoir-faire. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot du développement de la solidarité internationale en Savoie avec ce fameux RESIS, qui est le réseau justement de solidarité en Savoie, comme je viens de le dire. Quels sont les objectifs de ce réseau ? Alors, un des objectifs, c'est bien sûr d'informer les Savoyards sur les enjeux de la solidarité internationale, c'est-à-dire que quand on veut faire de la solidarité internationale, il y a un certain nombre d'écueils qu'il faut éviter. Il faut éviter, par exemple, de trop incarner, vous voyez, un projet. Il faut que le projet il s'inscrive dans un collectif de part et d'autre. Parce que s'il est incarné que par une seule personne dans le pays que l'on veut soutenir, si cette personne, pour une raison ou pour une autre, a un problème, eh bien, le projet tombe à l'eau. Et c'est pas le but. L'autre enjeu de ce RESIS, Réseau de solidarité internationale en Savoie, c'est bien sûr d'accompagner les Savoyards dans leurs projets pour aller vers de l'appui au développement et aussi de montrer, le dernier objectif, c'est vraiment de montrer aux Savoyards qu'en se rassemblant, en se fédérant, eh bien, on renforce l'interconnaissance et les échanges d'expériences entre acteurs. C'est une vraie force que de travailler en coopération, alors qu'elle soit entre petits groupes associatifs ou collectivités, mais c'est une vraie force que de s'ouvrir à l'altérité et à l'autre. Notamment en Savoie, où on l'a dit tout à l'heure, depuis des millénaires, c'est une terre de carrefour, c'est une terre de passage, c'est une terre où on accueille. Oui. Voilà, c'est une terre où on reçoit, donc il faut être ouvert à l'autre en Savoie. Il faut être ouvert à l'autre, c'est l'objectif aussi, enfin la solidarité c'est la compétence numéro 1 du département, quand même, au niveau des compétences sociales. Donc cette solidarité, elle doit s'opérer aussi dans l'ouverture à l'autre, et cette ouverture à l'autre, elle ne s'opère pas qu'avec nos 3 collectivités partenaires du département, mais également avec ce réseau de solidarité internationale en Savoie, où là, ce sont toutes les initiatives locales de Savoyards, de petits groupes ou plus gros groupes de Savoyards, qui veulent s'ouvrir au monde et qui peuvent bénéficier de l'appui de Pays de Savoie Solidaire, qui est le bras armé de notre politique internationale au niveau coopération et solidarité au département. Merci Christiane. Alors, il y a donc un dernier projet dont on peut parler dans cette coopération internationale, c'est l'appel à projet qui existe depuis plusieurs années, Savoie Couleur du Monde. Couleur avec un S, bien sûr, et donc chaque année, il y a un appel à projet. Là, pour 2023, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Christiane Brunet ? Et bien que l'enveloppe, elle est relativement modeste, mais elle a le mérite d'exister, elle est de 40 000 €, qu'il y a 17 projets qui ont été soutenus et que c'est probablement autour du 24 mai que nous allons, à l'occasion de la visite d'une délégation de Sénégalais bignonnois en Savoie, nous allons remettre donc ces différents prix qui concernent, je le répète, l'appui au développement, la sensibilisation en Savoie ou l'ouverture au monde portée par les jeunes avec des voyages solidaires à l'étranger, des échanges interculturels. Cette année, on a la chance, c'est un projet, je disais, à hauteur de 40 000 €, relativement modeste, mais on a la chance d'avoir l'appui d'un gros financeur qui est l'Agence française de développement. Et ça aussi, c'est une source de fierté. Nous avons été soutenus par l'Agence française de développement pour un certain nombre de projets, notamment avec le Sénégal. C'est ce qui a fait aussi que notre coopération est montée en puissance.
Donc plein de projets d'actions menés dans le cadre des relations internationales. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres départements qui ont une vision universaliste comme la Savoie, qui ont une vision volontariste pour la coopération avec les États? C'est un rôle d'un État que vous faites là, comme quand on vous appelle Madame le ministre des Affaires étrangères de Savoie, c'est un peu ça? Non du tout, mais en même temps, c'est une singularité savoyarde. Ça c'est vrai, c'est une singularité que on partage avec quelques régions. Il y a des régions qui portent une politique forte d'ouverture au monde, mais un département tel que le nôtre avec autant de volonté. Nous aurions pu arrêter, quand on a décidé d'arrêter conjointement avec les Roumains le programme, nous aurions pu rester sur nos 2 programmes avec Haïti et le Sénégal. Le président Guémard a souhaité qu'on investisse toujours plus quand même cette politique d'ouverture au monde et le choix s'est porté donc sur le Liban. D'accord. Eh bien, écoutez, bon courage pour la suite de cette coopération internationale. On va encore dire quelques mots avant de conclure. En ce moment, il y a donc le Salon international de l'agriculture à Paris. Il y a comme chaque année la journée des Savoies, où les allobroges sont joués des centaines de fois du matin au soir. On a toujours beaucoup de plaisir à voir nos éleveurs, nos producteurs recevoir les médailles et les plaquettes qui sont ensuite affichées sur les exploitations. C'est toujours aussi un grand moment quand on remet ces plaques aux éleveurs et qu'on découvre la qualité de nos produits locaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'agriculture, vous en plus qui êtes un petit peu dans le domaine agricole à travers votre production viticole? Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'agriculture en Savoie, sur ce salon de l'agriculture en 2 mots? En 2 mots, peut-être dire que les acteurs du monde agricole savoyards, effectivement, sont très très présents et le seront encore jusqu'à dimanche, et que c'est un rendez-vous qui connaît des records de fréquentation cette année, et ça montre bien que l'agriculture, qu'elle soit savoyarde ou française, eh bien est un signe que les Français sont viscéralement attachés à leur terroir, et ça c'est une belle chose et c'est une bonne chose. C'est une belle chose, et notamment les Savoyards avec nos vins, avec nos fromages, avec nos fruits, avec notre viande, avec voilà, j'oublie plein de choses, et légumes, etc., qui font la qualité justement aussi de la Savoie. Christiane Brunet, élue départementale depuis 2008, vous avez été également conseillère municipale à Saint-Pierre d'Albigny, on le rappelle, juste à l'entrée de la Maurienne, c'est là où on prend à droite pour la Maurienne, on continue sur la Tarentaise, avec le confluent de l'Arc et de l'Isère. Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans vos mandats publics? Indéniablement celui d'élu départemental. Élu départemental. Oui. Et qu'est-ce que vous aimez le mieux? Le fait d'agir pour les enfants, pour les familles, le fait de développer la voix de la Savoie à l'étranger? C'est un tout. C'est un tout en fait, et je néglige pas non plus tout ce qui est fait à côté, qui est pas dans mes délégations, et qui montre que le département essaie d'être vraiment l'échelon de proximité qui vient... La collectivité, pardon, la collectivité. La collectivité de proximité locale de proximité, ça y est, j'y arrive. Qui non seulement porte un certain nombre de politiques, mais qui vient aussi en soutien auprès des autres collectivités. Et ça, c'est aussi une singularité savoyarde. Pas tous les départements ne peuvent venir soutenir un projet porté par une commune, porté par une intercommunalité. Oui, récemment, nous avons voté 4 700 000 euros sur le territoire cœur de Savoie pour les projets structurants du territoire. C'est pas une mince affaire non plus. Et ça montre bien que oui, ce mandat, cette fonction d'élu départemental, elle est extrêmement riche, puisque elle permet de toucher un peu à tous les sujets, et pas seulement ceux qui concernent ma délégation, mais pour lesquels je suis très très attachée, bien entendu. Et on parle notamment de ce qu'on appelle le FDEC, le Fonds départemental pour l'équipement des communes, qui n'est absolument pas une compétence du département, mais que le département maintient pour que nos communes puissent acheter du matériel, puissent réhabiliter leurs bâtiments communaux, etc. Tout comme le FDAL, le Fonds de développement pour l'animation locale, parce que sans associations dignes de ce nom et qui peuvent être soutenues parfois par le département, eh bien on n'a pas cette cohésion sociale, on n'a pas une vie en société riche et intéressante. Avec en plus, puisque vous parlez du FDAL, des crédits qui ont augmenté ces dernières années. Oui. Donc voilà, ce ne sont pas des crédits qui sont en baisse, mais on a agrandi, on a accentué le soutien à la vie associative locale, bien sûr. Christiane
Christiane Brunet, si je vous demande de définir la Savoie en quelques mots, cette Savoie que vous connaissez par cœur, cette Savoie que vous aimez, quelques mots pour définir la Savoie. Alors, en quelques mots, je dirais que qui vous viennent comme ça. Belle, solidaire, quelques qualificatifs, ouverte et qui est très dynamique. Très dynamique. C'est un territoire qui a la chance de pouvoir porter tout ce dynamisme lié au tourisme notamment. Le tourisme lié à un très très beau territoire de notre département que l'on aime bien sûr énormément. Dernière question un peu plus personnelle, c'est la question RGL. Vous êtes élu départemental, vous êtes chef d'entreprise, vous avez un emploi du temps sans doute très très pris. On connaît l'emploi du temps des élus départementaux. Vous carburez à quoi? Quelles sont vos passions quand vous n'êtes pas élu départemental? Quels sont vos moyens de vous évader un peu? J'aime beaucoup marcher. J'aime beaucoup en Savoie, je présume. Oui, me ressourcer dans la marche à travers les territoires savoyards et autres. Là, je vais m'absenter quelques jours pour aller marcher ailleurs qu'en Savoie. D'accord, vous avez le droit. Donc, la marche et puis d'autres passions. Et puis la musique. On creuse. Et puis toujours, la force la plus importante que je peux récupérer, c'est celle auprès de mes proches et de ma famille notamment. Merci beaucoup Christiane Brunet pour ce quart d'heure savoyard qui en aura duré 3. Voilà, c'est le principe même du quart d'heure savoyard. Le mois prochain, nous aurons un nouvel invité ou une nouvelle invité, on va voir ça avec le cabinet département que je remercie encore pour toute l'aide apportée. À 12h05, après le flash info de notre ami Maxime, c'est Jérôme qui sera là pour Vu Autrement. Il recevra André Granger, personnalité aixoise, un peu le prince du quartier de Saint-Simon. André Granger qui sera là pour se présenter autrement que la manière dont on le connaît, et on le connaît depuis longtemps. Et puis à 13h, c'est Julien Donzel qui sera là pour son exposé d'histoire. Donc j'ai totalement oublié le thème, mais qui sera très très bien. Donc de 13h à 14h, Julien pour C'est une autre histoire. En tout cas, merci Christiane Brunet. On vous laisse repartir en Combe de Savoie, cette Combe qui vous est très chère. Et puis après, donc c'est la porte ouverte à la Maurienne, à la Tarentaise, à nos belles vallées. Encore beaucoup de touristes qui vont traverser votre canton demain, les Parisiens qui rentrent, et puis tous ceux qui montent au ski. Ouais. Il y a encore de la neige en station là-bas? Vous qui voyez? Il y en a encore un petit peu. Il y en a encore un petit peu. Christiane Brunet, vice-présidente du département, déléguée à l'enfance, à la jeunesse, à la famille, relations internationales. J'étais personnellement très heureux de la recevoir ce matin. Et puis qui est la reine de la Casamance au Sénégal. Donc ça vaut tous les titres. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon appétit à ceux qui ont passé à table. Et à 12h05, Jérôme. À 13h, Julien. On continue le grand bain de la vie locale. Radio Grand Lac.